Ouais. Donc, ce que j'ai dit, en fait, on va essayer de voir un petit peu le calcul vectoriel, donc ce qui concerne le produit scalaire, le produit vectoriel et la combinaison de deux pour avoir ce qu'on appelle le produit mixte. OK? Donc, sur le produit scalaire, donc en fait, on avait commencé depuis la première à voir un petit peu la notion du produit scalaire. Donc, on avait parlé un petit peu de produit scalaire dans un plan, donc en 2D, donc dans lequel la notion du vecteur, c'était juste x, y, puis après on est passé pour parler du produit scalaire dans l'espace. Donc, on avait parlé produit scalaire dans l'espace, donc surtout sur la notion euh, de x, y, z. D'accord? Euh, donc là, par rapport à ce qu'on avait dit, donc le produit vectoriel, ça va être, on a un vecteur, là on a un vecteur U qui est caractérisé dans R carré, donc x, y, il peut être dans x, y, z. Je veux le multiplier, donc je vais faire un produit avec un autre vecteur, V par exemple, qui est x, y, z. Le produit vectoriel, il va nous donner un vecteur, alors que le produit scalaire va nous donner un scalaire, donc un nombre, une constante. OK? Donc, si on commence par le produit scalaire dans un plan, donc on a un vecteur u, x, y et un autre vecteur x', y'. La première méthode du calcul du produit scalaire consistait à faire l'abscisse du premier vecteur fois l'abscisse du deuxième. Donc on avait x fois x' plus y fois y'. OK? Donc lorsqu'on passe pour faire le produit scalaire dans R cubique, donc on a x, y, z, on va ajouter juste z, z' qui s'additionnent. Parce qu'on a eu dans un plan. OK? Donc, cette notion-là, on l'utilise dans le cas où on a les coordonnées. Mais parfois, on va être amené à faire un produit vectoriel ou un produit scalaire sans avoir vraiment x, y. Donc, en ayant juste la norme, donc la longueur, ou bien la norme et l'angle entre les deux vecteurs. Et là, on fait ce qu'on appelle module du premier vecteur fois module du second fois cosinus de l'angle entre les deux. D'accord? Cette notion-là, bon, elle n'est pas écrite donc là tout de suite, mais je veux l'écrire tout à l'heure. Donc, comme j'ai dit là, donc en réalité, on va l'écrire ici. Donc, en réalité, U scalaire V, donc U, bon, j'écris ici, hein, U scalaire V, ça revient au module du premier vecteur, donc module, donc c'est U fois V fois cosinus de l'angle entre qui et qui? Très bien. Cosinus de l'angle entre U et V. Donc ça, c'est au cas où j'ai la norme des vecteurs et j'ai l'angle entre le vecteur U et V. Dans le cas où j'ai la notion des coordonnées, comme ici, par exemple, j'ai 1, 3, j'ai V, 2, moins 1, le produit scalaire, ça serait x du premier fois x du second, y du premier fois y du second. Donc c'est 1 fois 2 plus 3 fois moins 1. D'accord? Donc ça fait 1 fois 2, donc 2. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Donc 2 moins 3, c'est moins 1. J'ai juste une petite question. J'ai vraiment compris comment. Qu'est-ce que ça représentait vraiment le résultat, le réel qu'on a après le produit scalaire. Très bien. Donc, très bien, super. Donc ce résultat-là, il va nous donner plusieurs indications. Première indication, si le résultat est nul, ceci indique que les deux vecteurs sont orthogonaux. Oui, ça je m'en rappelle. Voilà. Si le produit scalaire est positif, c'est-à-dire l'angle entre les deux vecteurs est un angle aigu. Si voilà, les deux vecteurs leur produit scalaire est négatif, c'est-à-dire
l'angle entre les deux vecteurs est un angle obtus. OK? Très bien. Bravo. Donc, par rapport à la suite, donc quelques copropositions du produit scalaire. Donc, on a U scalaire 0, 0 scalaire U. Donc, lorsqu'on fait un produit scalaire avec un vecteur nul, le résultat sera toujours égal à 0. Comme on avait appris également concernant la commutativité de la multiplication, le produit scalaire est également commutatif. Donc, U scalaire V, c'est la même chose que V scalaire U, pour la simple raison que cosinus de UV est égal à cosinus de VU. Pourquoi? Car cosinus de θ, imaginons que l'angle entre UV et θ, donc l'angle entre VU, c'est moins θ. Et dans ce cas, comme on connaît que cosinus de moins θ est égal à cosinus de θ, donc on peut en déduire que U scalaire V est égal à V scalaire U. Et là-dessus, on a la notion de la commutativité qui sera applicable dans le cas du produit scalaire. OK? On va faire attention que dans certaines opérations, surtout dans les opérations des produits matriciels, le produit matriciel n'est pas commutatif, par exemple. C'est-à-dire le produit de A fois B en tant que matrice n'est pas égal au produit matriciel de B par A. Je me rappelle, ouais. Ensuite, en ce qui concerne l'associativité et la distributivité, donc là, on sait que c'est U scalaire une somme des deux vecteurs. Je peux faire la distributivité, donc ça fait U scalaire AV1 plus U scalaire BV2, et je peux également sortir les constantes à l'extérieur. Donc j'aurai A U scalaire V1, B U scalaire V2, car A et B ce sont des constantes. D'accord. Donc, on revient ici pour voir que lorsqu'on fait U scalaire U, donc lorsque je fais le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, ça revient à la somme de sa norme. La simple raison, car l'angle entre un vecteur et lui-même, c'est 0. Et cosinus de 0, c'est 1. Pour cette raison, on se limite à la somme des normes du vecteur. Pourquoi? Car U scalaire U, en réalité, si je me limite à une dimension, j'aurai module de U fois module de U fois cosinus de 0. Module de U, c'est U. Module du deuxième U, c'est U. Donc, ça fait module de U fois module de U. Donc, module de U au carré. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, ça fait module de U au carré. Mais module de U au carré, c'est supérieur ou égal à 0, car une norme, c'est une longueur, c'est toujours positif. Ensuite, lorsqu'on a un produit scalaire d'un vecteur par lui-même est nul, c'est si et seulement si ce vecteur est nul. D'accord? C'est logique. On ne peut pas multiplier un vecteur par lui-même qui sera nul si ce vecteur n'est pas initialement nul. Le module d'un vecteur U, en réalité, à partir de cette relation, on peut remonter que c'est le racine carrée du produit scalaire de U par lui-même. Donc le module de AB, c'est racine carrée de AB scalaire AB. Ok. Donc après, nous avons l'égalité de Cauchy-Schwarz qui nous dit que le module du produit scalaire de UV est inférieur ou égal au module de U par module de V pour la simple raison car on va multiplier par cosinus et cosinus va être inférieur ou égal à 1. Donc forcément, on va être inférieur ou égal au module, au produit des modules. D'accord. Donc là, on revient à la norme, au calcul de produits scalaires dans le cas où nous avons l'angle. D'accord? Donc on a dit le produit scalaire, on peut le calculer soit via les coordonnées, donc x fois x' plus y fois y' plus z fois z'. Mais dans le cas où il nous donne la valeur θ qui est entre le premier vecteur u et le deuxième vecteur v, je peux directement calculer le produit scalaire par module de u fois module de v fois cosinus de θ. Mais cette relation nous permet également d'en déduire l'angle θ entre deux vecteurs. C'est-à-dire, il peut nous poser la question, calculer l'angle entre deux vecteurs. Surtout, on l'a utilisé en physique, parce qu'on avait fait la projection
dans le chapitre concernant la mécanique et la loi de Newton. Si je veux isoler cosinus θ ici, je peux dire directement que cosinus θ, pour après repartir pour déterminer θ, je peux dire que cosinus θ, c'est produit scalaire de U scalaire V divisé par le module de U fois le module de V. Et là, c'est cosinus θ. Du coup, θ, c'est arc cos du produit scalaire de UV sur le module de V fois le module de U. D'accord? Donc, cette méthode nous permet, voilà, elle est là. Si on voit bien, de voir cosinus θ, c'est le produit scalaire de U par V divisé par le module de U par le module de V. Si je veux déterminer la valeur de θ, il suffit juste de faire arc cosinus de ce qu'on vient de déterminer. OK? Donc là, ce que je veux te demander, c'est de pouvoir, donc en réalité, par rapport aux trois relations qui nous permettent de calculer le produit scalaire, donc la première, dans le cas où on a la norme et le vecteur, donc et le l'angle entre les deux vecteurs, donc ça fait module de U fois module de V fois cosinus de l'angle entre U et V. La deuxième concerne uniquement le cas où on a les normes sans avoir l'angle entre les deux vecteurs. Donc dans ce cas, je peux dire que le produit scalaire entre U et V, soit par rapport à U moins V ou bien par rapport à U plus V. Donc c'est 1 demi U carré plus V carré moins le module de U moins V au carré. Ou bien si tu y étais à partir de U plus V, tu peux la faire. Et tu peux la faire à partir de la combinaison de deux, donc U moins V et U plus V. Là, on est dans la situation où on calcule le produit scalaire juste uniquement avec les normes. Et la troisième expression pour calculer le produit scalaire, c'est l'expression analytique. Et dans ce cas-là, on doit avoir les coordonnées du premier vecteur et également les coordonnées du deuxième vecteur. Donc, donc on a U, c'est x, y, z, x', y', z', et U scalaire V, ça serait x, x' plus y, y' plus z, z'. Donc, ces trois relations nous permettent de calculer le produit scalaire. Ok. Donc, ensuite, donc, on avait dit, donc, on avait déterminé l'arc cosinus θ. Une fois qu'on a l'arc cosinus θ, on peut déterminer, donc on a la valeur de l'angle. Maintenant, on va voir la notion des vecteurs orthogonaux. Donc les deux vecteurs sont orthogonaux si l'angle entre les deux vecteurs est de 90 degrés. Et comme l'angle est de 90 degrés, ceci consiste à dire que le produit scalaire entre U et V est égal à 0, car cosinus de 90, c'est 0. Le produit de U scalaire V sera nul. Donc le vecteur nul est orthogonal, donc comme les vecteurs I et J. I et J dans un repère orthonormé, on sait bien que I et J sont orthogonaux. Pourquoi? Car le module de I c'est 1, le module de J c'est 1, donc le produit scalaire entre I et J, en réalité c'est égal à 0, car l'angle entre I et J est de 90 degrés. Et comme pareil, J scalaire K, c'est 0. K scalaire I, c'est 0. Ok? Donc, là, on nous démontre de nouveau qu'un produit scalaire, donc les deux vecteurs sont orthogonaux, si et seulement si, en réalité, comme leur produit scalaire est nul, c'est-à-dire si et seulement si, leur cosinus est nul. Et un cosinus est nul, c'est le cas d'un angle de 90 degrés. Donc si les deux vecteurs sont orthogonaux, donc les deux vecteurs, les deux directions doivent être perpendiculaires. D'accord? Très bien. Donc voilà, là on a une petite indication comment on peut remonter à U scalaire V via une méthode plus rapide après OM'. Oui. D'accord? OM', donc c'est V cosinus de l'angle et V sinus. Donc là, on a le cas de la projection d'un vecteur sur un autre. Voilà. Maintenant, on va passer sur la notion d'un produit vectoriel. D'accord? Donc, un produit vectoriel, donc lorsqu'on parle d'un produit vectoriel, ici, on va repartir sur l'aspect de la collinéarité de deux vecteurs. Donc, tout à l'heure, au niveau des produits scalaires,
nous avons dit si deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. Si deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. On est bien d'accord? Oui ou non? D'accord? Le produit scalaire nous permet du coup de distinguer deux vecteurs orthogonaux. Et là, le produit vectoriel, on va voir, qui va nous permettre de distinguer deux vecteurs collinéaires. Pourquoi? On va voir que le produit vectoriel est nul lorsque les deux vecteurs sont collinéaires. D'accord? Donc, à savoir quelque chose de très important par rapport à la collinéarité de deux vecteurs. Donc, deux vecteurs sont collinéaires si l'un est égal à k fois l'autre. Par exemple, ici, on a U et V, on dit qu'ils sont collinéaires. U est égal à lambda V. Donc, où V est égal à lambda U. OK? Donc, U et V donc, sont collinéaires. Voilà, dans le cas où on a U est égal à lambda V, où V est égal à lambda U. OK? Donc, U est égal à 0. C'est-à-dire, le vecteur est nul, il est collinéaire à n'importe quel vecteur V. Et U et V sont collinéaires, c'est-à-dire quoi? Deux vecteurs sont collinéaires graphiquement, c'est-à-dire que ces deux vecteurs ont la même direction. Donc, lorsqu'on veut parler du produit vectoriel en premier par rapport à la première distinction du produit scalaire, le produit vectoriel va nous donner un vecteur. D'accord? Il va nous donner un vecteur. Il ne va pas nous donner une quantité scalaire. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui distingue entre un vecteur donc dans R cubique et non pas un scalaire. Donc, ce n'est pas un nombre réel 2, 3, 4, 5, 6 comme le produit scalaire. OK? Deuxième chose, le produit vectoriel, donc, il va nous donner un vecteur. Mais c'est quoi les caractéristiques de ce vecteur? Ce vecteur, par exemple, si on veut l'appeler oméga ou W là, ce vecteur va être orthogonal aux deux vecteurs du produit vectoriel. Donc, si je suis en train de faire le produit vectoriel de U par V, je vais obtenir quoi? Oméga qui sera orthogonal à la fois à U et oméga sera orthogonal aussi à V. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire oméga scalaire U, ça serait 0 et oméga scalaire V, c'est aussi 0. D'accord? Donc le produit vectoriel de U par V va nous donner un nouveau vecteur, W, qui sera orthogonal à U et à V. D'accord? Il faut savoir également que le U, V et W, qui est le résultat de ce produit vectoriel, c'est un système direct, comme IJK. IJ, le produit vectoriel de I par J, c'est le vecteur K. D'accord? Le produit vectoriel de K par I, c'est J. Le produit vectoriel de J par K, c'est très bien. Par contre, si je fais dans le sens inverse, c'est-à-dire si je dis le produit vectoriel de J par I, là j'aurai moins K, car je n'ai pas respecté le sens direct. D'accord? IJK. Donc produit vectoriel de I par J, c'est K. Par contre, le produit vectoriel de J par I, je suis dans le sens opposé, et là, je vais avoir moins K. Donc J, produit vectoriel de J par K, c'est très bien. Par contre, le produit vectoriel de K par J, c'est très bien. D'accord? Troisième méthode, donc troisième notion à savoir, c'est ce qui concerne le module ou le norme du vecteur W, le module ou le norme du vecteur W, c'est le module du premier vecteur, le module du deuxième vecteur, fois sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc, module du premier, c'est U, module du deuxième, c'est V, fois sinus de l'angle entre U et V. D'accord? C'est comme le scalaire, c'est sinus cosine. Très bien. Donc, c'est comme le produit scalaire, mais ce qui change ici, à la place de sinus, c'est cosinus. Et pour cette raison, comme elle dépend, la norme du produit vectoriel
dépend de sinus. Donc, un produit vectoriel, comme il dépend de sinus, un sinus est nul lorsque l'angle est soit 0 degré, soit 180. Et pour ça, on avait dit que le produit vectoriel sera nul si les deux vecteurs sont collinéaires. Collinéaire, c'est-à-dire l'angle entre les deux vecteurs, ce n'est pas 90 degrés, mais soit 0, soit 180. D'accord? Donc là, c'est un point très, très important. On a dit produit scalaire, il dépend de cosinus. Du coup, un produit scalaire est nul si l'angle est de 90 degrés. Par contre, un produit vectoriel, on voit que dans la norme, il dépend de sinus. Donc, il sera nul si l'angle entre les deux vecteurs, c'est soit 0, soit 180 degrés. Donc, ça, c'est très, très important à implémenter dans notre calcul. OK? Donc, comme on l'avait dit, donc en fait, oméga doit avoir une seule direction. Également, on avait dit qu'il doit être direct et le module, on avait dit qu'il dépend de sinus de l'angle et non pas du cosinus. Donc, pour déterminer également le produit vectoriel de UV, on peut utiliser la règle de la main droite. Donc, tu utilises ta main droite, tu mets sur ton pouce le U, sur ton deuxième doigt le V sur l'index, et puis après, tu auras le troisième. Donc, la pouce donc, indique le sens de U, l'index, on va mettre le V, et on va voir le majeur qui va indiquer le sens de ton résultat, donc du vecteur oméga. OK? Pour ça, on parle d'un système direct. OK? Donc, on avait dit que le produit scalaire, il était associatif et commutatif, mais ce n'est pas le cas d'un produit vectoriel. D'accord? Pourquoi? On avait dit tout à l'heure que I vectoriel J, c'est K, J vectoriel K, c'est I, K vectoriel I, c'est J, J vectoriel I, c'est moins K par contre. Si on marque ça et ça, comme on n'a pas respecté le sens direct, on avait ajouté le moins au niveau du K. D'accord, ça marche. Ensuite, lorsqu'on veut faire la distributivité, donc U vectoriel A vectoriel V1 plus B vectoriel, donc je fais la première partie, puis je fais la deuxième partie, donc je fais U vectoriel A V1 plus U vectoriel B V2. Le A et le B, je peux les sortir comme ce sont des constantes. Par contre, au niveau de la commutativité, on avait dit que I vectoriel J, c'est égal à l'opposé de J vectoriel I. Pour ça, on ajoute que V vectoriel U, c'est moins U vectoriel V. D'accord, ok. D'accord? Très bien. Donc là, on passe pour faire le produit vectoriel. Tout à l'heure, on l'avait fait, on avait dit si on veut obtenir la norme, on fait la norme du premier vecteur, enfin la norme du deuxième, fois sinus de l'angle. Maintenant, on va le faire de façon analytique. Donc, on a les coordonnées du vecteur U, on a les coordonnées du vecteur V, et du coup, ce qu'on va faire, c'est le produit vectoriel avec ses coordonnées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on commence pour la première. Donc, ce qu'on fait ici, ce que je te conseille de faire, on va venir barrer donc la composante suivant I, ici la première composante, on barre cette ligne et on applique la relation de gamma entre là et là. Donc, gamma consiste à faire Y fois Z' moins Z fois Y', ça suivant le premier, suivant l'axe des abscisses, donc suivant l'axe I. Et pareil, lorsque je veux passer sur la deuxième, donc là, je passe ici pour la deuxième, donc je barre. Ah oui. Donc pour la deuxième, bon, on va voir la troisième plutôt. Donc pour la troisième composante, donc je remets un OT,
je barre celui-là. Pour la troisième composante, donc celle suivant Z, donc je barre le troisième et j'aurai x, y' moins y, x', en appliquant la relation de gamma. Là, on voit bien ce qu'on a au niveau de la troisième composante. Donc x, y' moins y, x'. Toujours pour calculer la composante, je barre les valeurs de cette composante dans mon axe. OK? Et donc, ensuite, on va passer pour faire la deuxième composante. Et là, on va faire attention. Donc, je barre la deuxième composante. Donc là, je la barre. Et ensuite, je fais la règle de gamma ici entre les composantes. D'accord? Donc, j'aurai x, z' moins z, x'. Par contre, on remarque que c'est inversé. Donc, toujours, ce qu'on fait, c'est pour la première composante, on met plus, la deuxième, moins, et plus. Puis après, si on avait, ça serait moins. Si on avait 4 dimensions, plus, moins. Donc, ça serait toujours moins 1 à la puissance. Donc là, la première ligne, donc imaginons là, c'est 1, donc moins 1 à la puissance n plus 1. Donc ça, c'est le numéro de la composante. Donc là, on est à la première composante, moins 1 à la puissance 2. Moins 1 au carré, c'est positif. Par contre, sur la deuxième composante, ça fait moins 1 à la puissance 3. Et moins 1 à la puissance 3, c'est un moins 1, car le nombre est impair. Pareil, pour la troisième composante, ça fait moins 1 à la puissance 4. Donc c'est un plus. Pour la cinquième, donc là, ici, ça serait aussi plus. Par contre, la quatrième ici, on voit qu'on va être en négatif. C'est clair ça, comment on calcule? Ouais, ça va. Très bien. Donc ce qu'on va essayer de faire, on va prendre un petit exemple sur l'application du produit vectoriel qui consiste à faire le produit vectoriel de U et V, donc en utilisant la règle c'est ce qu'on vient de faire, la règle analytique. Donc par rapport aux notions maintenant de formule de Gibbs, dans lequel on a le produit vectoriel, donc là on regarde que le produit vectoriel d'un produit vectoriel, on peut le faire, ce produit scalaire d'un produit scalaire soustrait du produit scalaire de l'autre. Donc, on remarque ici pareil au niveau de U vectoriel U2, c'est un produit vectoriel d'un produit, le produit scalaire de deux produits vectoriels. D'accord? Donc ici, on va voir une application du produit vectoriel au niveau de calcul des aires. En réalité, lorsque tu veux calculer l'aire d'un parallélogramme ABCD, il suffit juste de faire la norme de son produit vectoriel. Et en faisant là, si tu veux, tu sais qu'un parallélogramme, donc si je trace un parallélogramme, il est composé de là, c'est un parallélogramme, c'est un losange plutôt. Bon, là, c'est un losange. Je peux, comme on voit, en fait, le losange, qui a un parallélogramme particulier, tu vois, l'aire de ce parallélogramme, tu peux faire AB vectoriel AD, mais on voit bien qu'il est composé de deux triangles. Du coup, l'aire d'un triangle, c'est un demi le produit vectoriel de AB vectoriel AD. Ou bien, tu peux directement faire un demi AB vectoriel AC si tu avais uniquement deux côtés. D'accord. OK? Ok. Juste pour être sûr, là, pour calculer la norme du vecteur du produit vectoriel, enfin, du coup, soit on fait le produit vectoriel avec la méthode analytique, puis on calcule la norme du vecteur qui est racine carrée de x carré plus y carré plus z carré, ou bien je peux directement utiliser, si j'avais l'angle, module du premier vecteur fois module du deuxième vecteur fois sinus de l'angle entre les deux vecteurs. D'accord? On a deux méthodes pour le faire. Soit on fait par la méthode analytique, si j'avais
les coordonnées, ou bien je passe pour le faire par la méthode classique. Donc, si j'avais l'angle, et là, je fais appel au nombre du premier vecteur, au nombre du deuxième vecteur, la sinus de l'angle entre les deux. Très bien, ça marche. Maintenant, on va passer pour parler du produit mixte. Donc, le produit mixte, il va combiner à la fois un produit scalaire et un produit vectoriel. D'accord? Et après, donc, en réalité, dans la suite, le produit mixte va te servir énormément dans le calcul matriciel et en plus, donc en particulier dans le calcul du déterminant. Donc, le produit mixte, donc on a le produit vectoriel de UV en premier, puis ensuite on va avoir du produit scalaire. D'accord? Donc, cette partie-là, elle est super importante pour savoir quelque chose, c'est que lorsqu'on veut échanger deux vecteurs, ça revient à changer le signe du produit mixte. Donc, c'est-à-dire, si tu veux faire le produit mixte de U, V, W, tu changes deux vecteurs. Là, donc là, on a changé U et V. Donc, le résultat, il va être négatif. D'accord? Là, on a changé le vecteur W et U. Et dans le dernier, si tu remarques, on a changé le vecteur W et V. Donc, on a changé juste deux vecteurs, leur place. D'accord? Par contre, si tu fais une permutation circulaire sur le vecteur, ça ne va pas modifier le signe de ton produit mixte. C'est-à-dire, comme on avait dit, IJK, c'est la même chose que KJI, c'est la même chose que JKI. C'est-à-dire, là, j'avais le sens UVW. Ben, si je commence par V, donc je fais VWU. Et si je commence par W, ça fait WUV. D'accord? Là, je suis en train de faire une permutation circulaire. Et dans ce cas-là, on ne va pas faire un changement de signe. D'accord. Donc, ensuite, lorsqu'on va parler d'un produit mixte qui sera nul, ceci va nous permettre d'identifier qu'il y a une coplanarité des trois vecteurs. C'est-à-dire, si j'ai un produit mixte de trois vecteurs U, V, W, c'est 0, là, je peux dire que les trois vecteurs U, V, W sont coplanaires. D'accord? Donc, le produit mixte, en fait, c'est, comme on avait dit tout à l'heure, le produit vectoriel, c'était l'aire du parallélogramme. Ben, le produit mixte va te permettre de calculer le volume d'un parallélépipède car tu introduis une troisième dimension dedans par ton produit scalaire avec ton produit mixte. Ok, je comprends. Ok? Donc, le volume d'un parallélépipède qui est constitué de vecteurs AB, AD, AE consiste à faire son produit mixte. Ok. Le volume. Oui, la norme du produit mixte. Ouais, ok. Le volume d'un tétraèdre, c'est 1/6 le produit mixte. D'accord? Donc, ces trois normes, c'est super important à savoir. Donc, surtout sur la partie U scalaire V, W. Donc, si on introduit à la fois le produit mixte et le produit scalaire. Donc, ce que je vais essayer de faire,